annonceurs, chefs d'entreprise et autres. Bref, population d'ici et d'ailleurs. Cet espace vous est réservé pour la promotion de vos produits et activités, non seulement en français, mais aussi en fond, Ditamari, Fulfulde, Batoum, Dendi. À vous le choix. Pour en savoir plus, veuillez nous contacter au numéro suivant 97 64 79 91 ou 97 17 51 35. En parlant de cette cour spéciale, en parlant de la criette, on voit bien que cette cour est en pleine croissance, eu égard aux affaires débattues devant cette cour, débattues et tranchées devant cette cour. Aujourd'hui, à 5 ans plus 1, quel bilan peut-on faire? Nous faisons le point pratiquement au quotidien et nous notons simplement des avancées. Jusque-là, je crois pouvoir dire que les fleurs ont tenu la promesse des fleurs parce que nous étions partis d'abord pour sélectionner des juges qui ont été triés sur le volet, qui nous offrent à la fois compétence et intégrité morale pour régler ces affaires de délit économique. Les statistiques montrent aujourd'hui que la tendance a été renversée pour ce qui concerne la répression, la délinquance financière. Et puis je vais ajouter que, heureusement d'ailleurs que cette juridiction a été créée parce que nous voyons se développer sous nos yeux le terrorisme et que nous avons anticipé pour que cette juridiction puisse en assurer la répression. Aujourd'hui, c'est cette juridiction-là qui est chargée de connaître les dossiers de cette bande de terroristes qui malheureusement s'attaque aux forces de l'ordre. Alors la criette, vous le dites si bien, a été installée en 2018, année à laquelle vous avez accédé au poste de ministre de la Justice, garde des Sceaux. Quand on regarde un peu cette institution qui est adulée, il faut le dire par certains, mais au même moment jugée par certains comme un instrument politique, comme une épée de Damoclès sur la tête des opposants politiques. Que répondez-vous? Alors, je voudrais que nous clarifions un concept et que nous soyons d'accord là-dessus. Il n'y a pas au Bénin de détenus politiques, premièrement. D'autant que le fait de poursuivre, d'interpeller, d'incarcérer et de juger une personnalité politique ne fait pas de cette personnalité-là un détenu politique. Le détenu politique, c'est celui qui est détenu, arrêté, emprisonné, jugé à raison de ses convictions politiques. Nous avons des personnalités parce que dans notre pays, nul n'est au-dessus de la loi. Vous avez beau être personnalité politique du monde économique ou du monde des affaires, si vous commettez une infraction, vous serez réprimé, vous ferez l'objet de poursuites et de jugements. Donc, pour moi, et ça doit être clair également pour tous, que les personnalités qui commettent des infractions, pour la plupart très graves, certainement parce qu'elles pensent qu'elles sont des personnalités, qu'elles peuvent se permettre un certain nombre de choses. Lorsque donc, elles en viennent donc, à se mettre en travers de la loi, nul n'étant au-dessus de la loi, la répression suit et ces personnes-là ne sont donc pas des détenus politiques. Alors, il y a d'un côté les malversations financières, comme vous le dites, la lutte contre la corruption, mais de l'autre côté, il y a également une accointance politique. En tout cas, c'est ce qui est décrié quand on critique cette juridiction spéciale. Quand on prend du recul, quand même, on doit s'interroger, puisque la Cour africaine des droits de l'homme a également pointé du doigt cette Cour. Aujourd'hui, quelles sont vos relations avec la Cour africaine des droits de l'homme? Non, je dois dire que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples s'est fourvoyée, s'est égarée à maints égards. Je crois qu'aujourd'hui, elle est revenue de cette certitude. Et a déjà, d'ailleurs, à dernière date, elle a rendu des décisions favorables. En tout cas, en suivant l'argumentation de l'État bénin, quelquefois même à une époque où l'État n'était plus justiciable de cette juridiction à raison de la saisine par les particuliers. Relation avec cette institution-là, le Bénin est toujours membre de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, sauf que les particuliers ne peuvent plus, de leur propre élan, saisir cette juridiction régionale. Et je dois dire, puisque vous dites au départ que la criette avait été décriée. Non, la criette n'avait pas été décriée comme toute institution nouvelle. Ça a pu susciter plus ou moins d'interrogations ou de... je n'ose pas parler de méfiance. Parce que c'est une incompréhension justement du fonctionnement de l'institution. C'est plutôt cela parce qu'aujourd'hui, et c'est clair et net dans l'esprit de tout le monde, qu'aujourd'hui la criette
en tant que juridiction spécialisée en matière pénale, est l'une des plus performantes de notre pays et qui est aujourd'hui au-dessus de tout soupçon, notamment en ce qui concerne la corruption, que je m'échine à combattre tous les jours dans le rang des magistrats. La CREAT a fait ses preuves. Tous ceux qui avaient eu des appréhensions, c'est ce que j'allais dire. Des gens ont eu des appréhensions au départ. Aujourd'hui, j'allais même dire que la plupart des avocats qui avaient critiqué la CREAT ou qui avaient voulu prendre de la distance vis-à-vis de cette juridiction-là sont les premiers à saisir cette juridiction-là, en tout cas, et sont les premiers défenseurs devant cette juridiction-là, et qui, ma foi, en privé, tirent chapeau à cette... Sur la base des critiques, on a vu qu'il y a des réformes quand même que subit aujourd'hui cette juridiction. Avant, on ne parlait pas de double degré de juridiction. C'était une affaire qui était tranchée du coup, mais aujourd'hui, on parle du principe du double degré. Oui, bien sûr. Nous avons écouté un certain nombre de remarques qui ont été faites au moment où cette cour avait été créée, qui ne comportaient pas un double degré de juridiction. Nous l'avons fait sans peine et sans pression, pour permettre donc à ceux qui sont justiciables de pouvoir exercer le recours. Et ça marche très bien. Donc nous avons au niveau de la CREAT une chambre de jugement qui correspond à la première instance et puis une chambre des appels qui connaît les appels qui connaît en dernier ressort ou si vous voulez au deuxième degré les affaires qui ont été traitées par la chambre de jugement de cette juridiction. On peut relever quelques interrogations par rapport à une dernière vague de libération conditionnelle de certains détenus liés à l'affaire, précisément à l'affaire Tawes. Certains ont pointé du doigt la concomitance de l'agenda politique, le président recevant dans le même temps les chefs d'État. Vous, en tant que garde des Sceaux, en parlant du régime de séparation, est-ce que c'est juste il est question d'une pure coïncidence que la justice est dans son agenda normal, le politique est dans le sien? Non, vous faites bien de le souligner parce que ce que vous dites recoupe effectivement la séparation des pouvoirs qui interdit à l'exécutif de s'immiscer dans l'exercice du pouvoir judiciaire et puis également un peu plus loin, nous verrons l'exercice du droit de grâce par le président de la République. Je pense que c'est une coïncidence d'agenda, c'est une pure coïncidence, un hasard de calendrier. La justice, à son timing, à son tempo, va à son rythme pour l'examen des dossiers. Ceux qui ont des affaires là-bas sont pressés qu'elles soient jugées. J'allais même dire prioritairement. Chacun veut que son dossier passe. Mais les juges ne sont pas saisis que d'un dossier. Ils ont un rôle, ce que nous appelons un rôle, un agenda, qu'ils déroulent, suivant donc... Et alors, mon rôle en tant que garde des Sceaux, c'est d'instruire le parquet qui veille à ce qu'il n'y ait pas de lenteur, qu'elle soit voulue ou conjoncturelle. Il faut que les dossiers soient examinés. Nous souffrons, et je dois le reconnaître, les magistrats à la CREAT ne sont pas en nombre suffisant. Il y a un déficit d'effectifs que nous essayons de combler au fur et à mesure de la mise au service de la de nouveaux magistrats, de jeunes magistrats. Nous continuons d'organiser des concours à cet effet. Mais ce fut un hasard. De la même manière que l'examen ou les retards ne sont pas commandités ou fins. Nous laissons les juges déterminer leur agenda en rappelant simplement la nécessité de juger assez rapidement les faits. Les personnes dont vous parlez ont été remises en liberté. Mais elles n'ont pas été élargies, c'est ce que vous voulez dire? Oui, disons qu'elles ont bénéficié de la liberté provisoire, de la libération provisoire, d'autant plus que le procès n'a pas encore lieu. Alors, c'est d'autant plus justifié que leur détention n'était plus nécessaire à la manifestation de la vérité. On les a écoutés, les juges les ont écoutés, ont donc des éléments pour apprécier et puis rendre la décision. Donc aujourd'hui, ces personnes-là reviendront en jugement pour être jugées. Et ça sera de même pour d'autres qui attendent. Ce sera fait pour tout le monde. J'espère que nous sommes à la veille des vacances judiciaires, que les juges feront en sorte que tous ces dossiers-là, que nous puissions les évacuer. De temps à autre, je rappelle au parquet. Oui, mais dans l'opinion, quand même, c'est une nouvelle qui passe très bien, qui est bien accueillie. Mais, disons, dans un contexte de décrispation de la situation politique nationale. J'en suis personnellement heureux. Et vous savez, le président de la République est un homme de paix, et s'il lui était possible de faire quelque chose dans ce sens, il le ferait. Mais beaucoup plus en amont, c'est-à-dire faire en sorte que ça ne se répète plus et que nos concitoyens qui s'égarent. Je veux parler avec vous des faits qui surviennent à la veille des échéances électorales ou qui ponctuent les élections. Non, c'est faire en sorte que ça ne se reproduise plus et que nous ayons des acteurs politiques qui sont de bons citoyens d'abord, qui ont l'esprit de civisme
et qui doivent savoir qu'une nation en construction comme la nôtre a besoin d'un climat social apaisé et non pas de tensions permanentes. Quand on évoque par exemple le cas du professeur Ivor, le cas de Rekiat Madougou, est-ce que des échos vous parviennent dans la dynamique d'une grâce présidentielle? Alors, je dois souligner que la grâce présidentielle, telle qu'elle a été instituée par la Constitution, est une prérogative personnelle du président de la République, sauf qu'il l'exerce avec l'assistance du Conseil supérieur de la magistrature. Donc, le président de la République ne se lève pas et accorde la grâce présidentielle suivant son humeur ou suivant son bon vouloir. Il y a des étapes préalables. Mais il faut que les personnes qui en sont bénéficiaires soient d'abord condamnées et fassent l'objet d'une décision définitive, c'est-à-dire une décision insusceptible de recours. Dans notre jargon juridique, on parle donc de décisions irrévocables. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de particulariser le débat lorsque le président de la République aura exercé de façon souveraine son droit de grâce. L'année dernière, contrairement aux usages, il l'a fait par 2 fois. Il l'a fait par 2 fois. Nous sommes dans une année dite hautement sociale, telle que le président de la République l'a voulu. Peut-être que sous ce rapport-là, il sera encore beaucoup plus magnanime. Mais je ne pense pas que ça s'adresserait particulièrement à telle ou telle catégorie d'individus qui, rappelons-le, ont commis des faits suffisamment graves. L'opinion a tendance à banaliser ce qui est reproché à ces compatriotes-là qui, je me dis, qu'il y a un temps d'égarement et peut-être n'ont pas mesuré la gravité de ce qu'ils faisaient. Mais les faits qui leur sont reprochés étaient suffisamment graves, compte tenu du contexte particulier dans lequel nous étions. Donc cela appelait une répression qui a été assurée de la manière qui convenait. Maintenant, libre président de la République, libre Conseil supérieur de la magistrature, qui assiste le président dans l'exercice du droit de grâce d'affiser. Moi, je serai là simplement comme un commis ou le serviteur de l'État pour mettre en œuvre les décisions telles qu'elles auront été prises.